Bonjour à tous, mon nom est Laetitia et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre café témoignage. Comme invitée aujourd'hui, nous avons Annie Grondin, vice-présidente et cofondatrice de Parents Orphelins. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Annie. Merci à toi de m'avoir invitée. Ben, ça nous fait vraiment plaisir parce que tu vas nous parler d'un sujet très important aujourd'hui, selon nous. Donc, commençons. Tu es maman de 4 enfants, dont un couple de jumeaux qui a été ta première grossesse. Tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un sujet qui t'est malheureusement très familier, c'est-à-dire le deuil périnatal. Exactement, oui. Parce que lors de ma première grossesse, c'est la grossesse où j'attendais les jumeaux. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que j'ai mon garçon du couple de jumeaux est vivant, mais ma fille est décédée in utero, en fait. Toutes nos condoléances. L'équipe Merci. voudrait t'offrir nos condoléances. Puis d'ailleurs, je le dis à haute voix, puis est-ce que ça se dit 15 ans plus Absolument. tard, mes condoléances? Absolument, absolument. Ça fait toujours du bien que quelqu'un reconnaisse que la perte d'un bébé, ça comporte un deuil, un cheminement, puis de recevoir des condoléances ou des sympathies, c'est toujours apprécié, même 15 ans plus tard, ouais. Bon, c'est bon à savoir. Puis c'est justement une des raisons pour laquelle Maman Pia va approcher Parents Orphelins parce que on réalise que le deuil périnatal est une réalité, mais on en connaît très peu. On n'ose pas dire des paroles maladroites. Donc, des fois, on dit rien, puis des fois, le silence ou juste pas être présent pour la personne en vivant un. Des fois, c'est pas qu'est-ce qu'il y a l'idéal, puis c'est justement pour la raison pour laquelle on s'est dit on va bien s'informer pour bien outiller notre communauté pour pouvoir soutenir des personnes qu'on aime passant à travers un deuil. Mhm. Et justement, donc commençons du début, là. Qu'est-ce qu'un deuil périnatal? Bon, alors, un deuil périnatal, Parents orphelins a fait beaucoup de recherches pour justement situer les gens sur ce que c'est. Puis, on a trouvé plusieurs définitions. Il y a vraiment des définitions officielles dans des guides de soins infirmiers ou des choses comme ça. Et par contre, nous, on a choisi une définition plus ouverte. Alors, on considère que le deuil périnatal, c'est le deuil d'un bébé décédé, soit en cours de grossesse ou en début de vie. Puis, on a choisi chez Parents orphelins de ne pas délimiter ces périodes-là, parce que le sentiment de deuil comme tel, de perte d'un être cher, il va varier d'une personne à l'autre, puis parfois les caractéristiques du deuil périnatal se retrouvent chez quelqu'un qui a perdu un bébé très très tôt en cours de grossesse. Puis et à l'autre extrême, parfois le sentiment de deuil périnatal avec ses particularités va se retrouver chez quelqu'un qui a quand même vécu un petit moment avec son bébé. Donc c'est pour ça qu'on a gardé une définition très ouverte. Cela dit, dans la littérature, on pense on définit, c'est-à-dire le deuil périnatal comme étant la perte d'un bébé en cours de grossesse. De mémoire, il me semble que c'est autour de 20 semaines Mhm. et plus de grossesse et jusqu'à 1 mois de vie. Puis c'est pas d'exclure les autres, c'est que les particularités du deuil périnatal se remarquent davantage et même en très grande majorité chez les gens de ces périodes-là. Mais Mais ça évidemment, peut une parfois maman, se retrouver chez d'autres exact. personnes. Ouais. Une maman, justement, et j'ai été présente pour une de mes amies qui a perdu sa fille et je me souviens lui avoir demandé ben, à ce qu'à 19 semaines, c'est vu comme une fausse couche et là, 3 jours plus tard, c'est un deuil périnatal. Et Mm. justement, elle m'a expliqué que tant que tu as un lien avec ton bébé, ben, que le deuil peut être très présent. Tout à fait, c'est exactement ça. Puis, chez Parents orphelins, particulièrement, on a toujours gardé la porte ouverte à quiconque a le goût de partager, parce que c'est ça, Mm. nous, c'est une association d'entraide de parents à Mhm. parents. Donc, quiconque a le goût de partager ce qu'il vit ou ce qu'elle vit par rapport au deuil de son bébé est toujours là où la bienvenue. Donc, Annie, peux-tu nous parler un petit peu des particularités du deuil périnatal? Oui, effectivement. Dans le fond, ce qui est particulier, c'est
on le sait de façon assez naturelle, c'est qu'on n'a pas connu le bébé, ou très peu, là, quand il décède en début de vie. Alors, il y a une absence de souvenirs, il y a la fin des rêves qu'on avait pour cet enfant-là. C'est particulier par rapport à un deuil d'une personne là, de notre entourage, que ce soit un membre de la famille ou quoi que ce soit, c'est d'avoir connu la personne puis de d'avoir bâti des souvenirs avec elle. Donc ça, c'est la grosse différence et c'est ce qui va entraîner des conséquences parfois assez complexes. Souvent, le deuil est incompris ou banalisé à cause de ça. Les parents endeuillés d'un bébé comme ça, qui est mort in utero ou qui est mort en début de vie, vont avoir un soutien un petit peu maladroit ou pas de soutien du tout des fois, parce que les gens ne comprennent pas ce deuil-là, comme je disais tout à l'heure, le banalisent. Puis souvent, les parents, c'est pas tout le monde, mais on voit beaucoup que les parents s'isolent pour éviter cette confrontation-là à l'entourage qui ne reconnaît pas leur deuil. Et puis ça, ben, l'isolement, des fois, ça va même pas pousser, mais ça va induire un deuil plus complexe, puis même ce qu'on peut appeler un deuil pathologique. Donc, c'est tout part du fait que le bébé n'a pas été connu et qu'on n'a pas de souvenir avec celui-là. Par contre, ce que l'entourage devrait essayer de comprendre, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas de souvenir, qu'il n'y a pas de vécu, qu'il n'a pas été aimé, cet enfant-là. Et d'où la présence d'un deuil très réel, c'est que l'enfant il a été aimé et attendu. Ça, ben, c'est de ça que les parents doivent faire le deuil. C'est comme un deuil d'une vie ou un deuil Tout à fait. Du futur. Exactement, tout à fait. Oui, Suzy Fréchette-Piperny, dans son livre Les rêves envolés, le disait exactement de cette façon-là. C'est c'est le deuil du futur, des rêves qu'on avait, puis des espoirs qu'on avait fondés dans l'arrivée de cet enfant-là dans notre vie. Well, c'est déjà un deuil, c'est tabou, mais un deuil périnatal, on en parle encore moins, je trouve. Puis encore là, l'importance de la vidéo aujourd'hui. On veut en parler afin que ces mamans-là ces parents-là ne se sentent pas seuls et isolés et que nous, on soit en mesure de les soutenir puis de les guider peut-être à travers cette épreuve-là. Puis je dis à travers comme si on passe par-dessus, mais je pense que c'est le deuil d'une vie. Oui, c'est le deuil d'une vie, mais il y a quand même des étapes à traverser, après lesquelles on se sent enfin stabilisé. Fait que oui, le deuil, c'est pour la vie, mais il y a quand même une montagne à traverser. Ton mot était juste. Puis après cette traversée-là, il y a un apaisement qui arrive. Alors, voilà. Mais c'est tout. Bravo à Maman Pieuvre de faire ça parce que c'est vraiment tout à votre honneur là, d'éclairer les gens sur cette particularité-là, puis sur la particularité je sais que tu veux en parler, du fait qu'on peut perdre un de plusieurs dans une grossesse gémellaire. Puis ça, c'est une coche supplémentaire de complexité. Oui, puis justement, c'est une complexité que tu connais, Annie, parce que justement, de tes jumeaux, tu as perdu ta marâme, donc ta fille. Veux-tu nous en parler un petit peu de ta grossesse? Bien sûr. Ben moi, ma grossesse, c'était une très belle grossesse. J'ai eu beaucoup de petits problèmes. J'avais du diabète de grossesse assez sévère, traité à l'insuline. Oh my God, j'avais une bédaine olympique, là, mais ça, je pense que du côté de Maman Pieuvre, vous connaissez ça. J'ai eu beaucoup de douleurs, j'avais du reflux gastrique, fait que beaucoup de problèmes, mais pas des grands problèmes, rien qui mettait en danger la vie des bébés. J'étais très heureuse enceinte, j'adorais ça être enceinte, j'étais en pleine étude avec mes bébés, mais ce qui est un peu pas curieux, mais qui était un choix à ce moment-là que je pensais qu'il était le bon, c'est que j'ai pas demandé le sexe des bébés. Je me disais, c'est tellement le fun là, à la traditionnelle d'avoir une belle surprise puis de dire, oh my God,
whatever, un gars, une fille, deux filles, etc. Donc ça, ça va avoir un impact plus tard dans mon cheminement. Et puis aussi le plan, je m'étais fait un beau plan de naissance. J'étais vraiment pleinement investie dans ma grossesse. Puis ça aussi, le fait que j'ai fait un plan de naissance, ça a eu ça revient dans mon histoire, en fait. Parce que, entre autres, mon mari est diabétique de type 1, donc c'est le diabète juvénile. Et puis moi, j'avais beaucoup lu sur les possibilités, les risques que nos enfants à nous deux, soient atteints du diabète aussi. Et une des choses qui était sous étude, donc il n'y avait pas de résultats encore sortis, mais il y avait une étude qui regardait le fait de donner ou pas un lait maternisé au bébé et qui avait possiblement un impact, puis il était rendu assez loin dans l'étude à l'étape de la validation clinique. Donc, je me disais, ben moi, j'attendrai pas les résultats, je vais pas donner de lait maternisé à mes bébés. Mais on va voir plus tard que ça, c'est pas exactement ce qui est arrivé. Mais nous, en contexte, là, on parle, tu étais enceinte en 2006, c'est bien Oui, ça? c'est ça, Oui. absolument. Que dans le fond, c'est ça, j'ai une belle grossesse vers la toute fin, puis je dis la fin en termes de grossesse gémellaire parce que mon médecin m'avait dit, ils arrivent la plupart du temps autour de 36 semaines. Nous, on considère que pour des jumeaux, c'est pas mal à terme. Elle me disait qu'on voyait beaucoup moins de grossesse gémellaire ou triple aller plus loin que ça. Et puis, donc, on s'alignait là-dessus. Puis, on avait même parlé de provoquer l'accouchement là, vers le 36,2, pas 36,2, 37. Parce que justement, là, j'avais une symphyse pubienne, j'étais vraiment plus confortable, là, c'était difficile. Puis j'avais deux gros bébés, là, ils avaient été évalués autour de 5 livres, puis ça s'est confirmé. Fait que c'était quand même des bons formats pour des jumeaux. Le 25 novembre 2006, dans le fond, je me suis levée, puis en allant à la toilette, j'ai vu comme un petit peu de verre sur mon papier de toilette. J'ai trouvé ça curieux. J'ai appelé à l'hôpital. On m'a dit c'est probablement vos os qui ont crevé, madame. Vous inquiétez pas, ou qui ont commencé, ou qui vont crever bientôt. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'on m'avait répondu, mais on m'avait dit de ne pas me présenter. Puis là, au cours de la journée, les pertes augmentaient. C'était bien clair que c'était vert, c'était verdâtre. J'ai rappelé quelques fois, puis on me répondait toujours si vous n'avez pas de contraction, venez pas, là, ça sert à rien. Finalement, j'ai appelé pas CLSC, Info Santé, puis là, on m'a dit exactement le contraire. On m'a dit, madame, allez à l'hôpital d'urgence, c'est probablement du méconium, et votre bébé est peut-être en détresse présentement. Donc, je me suis rendue à l'hôpital pour découvrir que la personne qui répondait à mes appels puis qui se permettait de me conseiller, c'était pas une infirmière, c'était une réceptionniste. Mais moi, j'ai jamais eu connaissance que je m'adressais pas à une infirmière. Puis dans ma perception des choses, quelqu'un qui n'est pas dans le personnel soignant aurait pas dû. Et effectivement, là, il y a eu un blâme là, qui a été fait par la suite dans l'hôpital, mais qu'elle n'aurait jamais dû se permettre de me donner des conseils. Donc, voilà, je suis arrivée à l'hôpital. Finalement, là, évidemment, ils m'ont reçue, puis le branle-bas de combat a commencé. J'étais sous les soins de gens très dédiés. Là, je me sentais très bien prise en charge. Par contre, on faisait beaucoup de tests pour essayer d'entendre le cœur. On n'était pas sûr si on l'avait entendu ou pas. Puis là, est-ce que c'était l'autre bébé? On le sait plus. Le médecin qui m'a pris en charge, il a gardé un peu d'espoir jusqu'à la toute fin, tellement que même il a décidé de me faire une césarienne. Le motif de sa décision, c'était vraiment de dire, je pense qu'il y a une possibilité encore que le bébé soit vivant. Donc, on ne passera pas à travers l'induction puis tout ça pour provoquer l'accouchement. Bref, quand même, ça a été assez rapidement la conclusion que ma petite fille était décédée, puis c'était pas depuis 2 minutes, là, c'était un petit bébé qui avait passé quelques heures, là, décédé déjà in utero. Donc, c'était un grand, 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 grand choc. C'était
très traumatique. C'est tellement même que moi, mes souvenirs personnellement de la période de l'accouchement jusqu'à peu près quelques heures plus tard, quand j'ai eu mon garçon dans les bras, qui lui était vivant, j'ai pas beaucoup de souvenirs, sont flous, Mhm. là. C'est vraiment flou. Je me souviens. Puis, on parlait de protocole tout à non, on n'a pas parlé de protocole, mais je pense qu'on va en parler plus tard. Oui, Mais exact. entre autres, tu sais, par exemple, des détails qui sont très perturbants pour une mère ou un père. Euh, ma fille, elle a été déposée sur une table en acier inox au lieu d'avoir été mise dans un incubateur. Mhm. Parce qu'elle était décédée, ben, ils n'ont pas trouvé nécessaire de la mettre dans un incubateur. Mais c'est très traumatique pour moi. Ça l'a été parce que je me dis, Mhm. mais mon bébé, ils le mettent sur une table. Tu sais, pour moi, oui, t'as raison, elle sait là, que le bébé est décédé, mais ton cœur, il n'est pas rendu là, là. Non. Fait qu'il y a beaucoup d'événements autour de mon accouchement à moi qui ont été souffrants puis qui m'ont plongé là, dans un état de choc un peu. Ben oui. Euh, c'est ça, mais en fin de compte, mon garçon était vivant, donc ça n'a pas été très long là, quand j'ai un peu que l'anesthésie, c'était local, mais quand même, quand Mhm. j'ai repris un peu plus mes esprits, ils m'ont amené mon garçon, puis là, j'étais contente. Puis encore là, j'étais comme un peu assommée par les événements. Mhm. Puis c'est Mhm. après, je ne peux pas évaluer le temps, là, je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, que j'ai dit, mais pourquoi vous ne m'apportez pas ma fille? Puis ça aussi, avec le recul, je trouve que c'est bizarre qu'il ne m'ait pas amené ma fille. Puis même, juste de me le demander, voulez-vous la voir avant peut-être de l'apporter, mais alors que moi, j'attendais juste ça, je voulais la voir, je voulais la Mhm. prendre, en tout cas, j'avais besoin de prendre contact avec elle. Donc, il y a beaucoup de petits éléments, mais il y a des histoires qui sont plus douces. Il y a des histoires qui sont pires que la mienne. Il y a un peu de tout hein, dans le deuil périnatal. Mais Mais on parle tu sais, on parle pas de 1963, là. non, On parle de 2006. Puis, ouais, quand on s'était parlé au téléphone en préparation à notre entrevue aujourd'hui, j'ai été vraiment surprise que euh, que une association comme Parents orphelins n'existait pas avant non. 2006-2008. Encore là, je suis pas infirmière, je sais pas comment ça fonctionnait en 2006, je sais pas si c'était par question de rapidité, OK, bon, faut s'assurer que, tu sais, votre garçon est correct. Faut s'assurer que maman va bien avant de passer à peut-être des actions plus douces. Mais tu sais, je suis certaine que les deux auraient pu Aurait pu se faire. se faire en même temps. Puis, regarde, comme 15 ans plus tard, ça t'a quand même marqué. Oh oui. Oui, 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 Oh là là. c'est des souvenirs plus difficiles, ces Mhm. choses-là. Puis comme je disais, j'avais parlé un peu plus tôt que j'avais mon plan de naissance, puis je l'avais remis, mon plan de naissance. Puis un peu sous prétexte que les choses avaient déboulé là, euh, de façon dramatique, Mhm. il n'y a rien qui a été suivi de mon plan de naissance. Mhm. J'ai trouvé ça choquant. C'est pas tout de suite que je l'ai su, là. C'est en lisant mon rapport médical là, des mois plus tard. Mais entre autres, j'ai vu qu'ils avaient donné un biberon à mon garçon, puis j'ai trouvé ça inacceptable. J'ai dit le peu que j'avais on va dire, de bonheur à vivre dans cet Mhm. accouchement-là, ils me l'ont un peu volé, là, tu sais. Mhm. Mais en même temps, euh, on vient d'en parler un petit peu, on a abordé le sujet du protocole. Je pense qu'il faut, avec le recul, avec l'apaisement du deuil qui a quand même là, 15 ans, je peux dire que je pense pas que c'est mal intentionné. Je pense que c'est juste que le personnel soignant, en 2006, puis parfois encore aujourd'hui, est pas bien encadré. Il n'y a pas de protocole national à l'heure où on se parle pour donner des lignes directrices au centre hospitalier sur le comment accompagner un deuil périnatal pour éviter que les gens soient à la merci de qui est là ce jour-là, ce Mhm. soir-là, dans l'hôpital, au moment où on arrive, puis qui a ses croyances personnelles, puis qui peut Mhm. avoir des préjugés.
Donc, faut pas être à la merci de ça. Faut être protégé par un protocole qui donne des Ouais. directives claires et précises au centre hospitalier. Puis après ça, les centres peuvent adapter ça à leur couleur Mhm. locale, mais n'empêche que c'est quelque chose qui se parle beaucoup dans le domaine du deuil périnatal. Cela dit, il faut que je mentionne qu'il y a plusieurs hôpitaux qui mettent en Mhm. place depuis quelques années justement des protocoles, mais c'est chaque hôpital un peu qui fait le travail à l'interne. Fait que bon, c'est comme Mais ça pour au moins, il y a du progrès. absolument. C'est sûr que c'est mieux des protocoles légèrement différents d'un hôpital à l'autre que pas de protocole du tout. Ça, on est sûr de ça. Puis j'ai le goût de dire que j'ai comme un peu l'impression, je suis pas mal convaincue que Parent Orphelin a eu son, son, son grand mot à dire Ben, dans tout ça, hein, si on peut essayer de trouver effectivement, je pense que le de près ou positif. de loin, il y a eu un impact. L'arrivée, la Mhm. présence de parents orphelins dans le portrait du deuil périnatal a comme un peu mis en lumière le fait que il y a un événement vraiment traumatique important, puis qui peut être, euh, qui, selon la prise en charge à l'hôpital, peut être plus facile ou plus difficile. Donc, ce qui se passe à l'hôpital a une grande importance. Je pense que c'est ça que Parents orphelins a mis en lumière. Et Mhm. d'autres organismes, il y a eu d'autres organismes au Québec depuis aussi. Et puis, effectivement, on a été invités à quelques tables de discussion, dont Sainte-Justine qui nous avait Mhm. invités lors de leur table de discussion multidisciplinaire, puis on a pu dire un peu notre point de vue. Fait que oui, on a Tant semé mieux. des petites graines un peu partout. Tant mieux. Annie, tantôt, tu parlais de douleur face à la perte de Maram. Puis, euh, moi, j'ai eu la chance de revenir à la maison avec pas un, mais deux bébés en santé. Et c'était très difficile d'être une nouvelle maman de bébé naissant. Alors, j'essaie de mettre à la place d'une maman endeuillée qui vient de perdre un de ses jumeaux, un de ses triplets, mais qui doit quand même trouver la force de s'occuper d'un nouveau-né ou de des nouveaux-nés à la maison. Donc, par rapport à toi, selon toi, comment une maman fait pour affronter la nouvelle réalité d'être une nouvelle maman, mais également d'être une maman en deuil? Oui, c'est vraiment très, très, très particulier. Puis je dirais que c'est une petite catégorie à part. On n'est pas nombreux, on va se le dire, là, qui vivent cette particularité-là. Et c'est ce qui fait qu'on a vraiment de la misère à trouver notre place dans le portrait. Mhm. En fait, il y avait sûrement des choses, au moment où je le vivais, j'aurais pas été capable de le dire. Mais aujourd'hui, avec le recul, je peux dire qu'il y avait quand même quelque chose de plus facile à avoir un bébé vivant que de ne pas en avoir du tout. Mais il y avait aussi quelque chose de plus difficile d'avoir un bébé vivant que de ne pas en avoir du tout. Ça rejoint un peu ce que tu disais d'emblée, c'est que tu as un bébé à t'occuper, puis c'est déjà difficile, tout le monde s'entend là-dessus, que ce soit un bébé unique ou c'est Des encore plus jumeaux. difficile avec plusieurs bébés, mais c'est prenant, c'est fatigant, on se lève la nuit, on allaite, on le nourrit, etc., etc. On peut avoir un bébé très facile, puis on peut avoir un bébé bien moins facile aussi. Donc, c'était un peu ça dans mon cas. C'était un bébé quand même assez prenant et j'avais pas de place pour évacuer ma peine, ma douleur, Mhm. vivre, entre guillemets, c'est contradictoire, mais vivre mon deuil. J'avais pas d'espace pour pleurer, puis aussi, tout ce que je vivais avec lui, ça chavirait souvent dans la tristesse. Son premier sourire, son premier maman, son premier... toutes les premières fois sont un peu... ça dure pas pour la vie, là, mais c'est difficile pendant un bon moment parce on a le réflexe de se dire j'aurais dû avoir un autre petit bébé qui fait ça aussi, Mhm. qui fait ses premiers balbutiements, ses premiers Mhm. sourires, ses premières, tout ce qu'on vit avec le bébé. Fait qu'il y avait, mais j'admets que je vivais des joies que celles qui perdent un bébé unique vivent pas, ou qui Mhm. perdent leurs deux jumeaux ou leurs Mhm. trois triplés. Euh,
Fait que j'avais à la fois, je pense, quelque chose qui facilitait ma vie, puis à la fois quelque chose qui le rendait plus difficile. Fait qu'au final, tu sais, ça se calcule pas ces choses-là, mais Mhm. je pense que ça valait, je dis en guillemets, là, ça valait le deuil d'une personne qui a perdu son bébé unique. Mais même chez les gens qui étaient en deuil périnatal, c'était très, très minime, mais j'ai eu des commentaires de gens très maladroits Mhm. qui me refusaient un peu ma place dans les groupes de soutien parce que j'avais un bébé vivant. Mhm. Fait que c'était assez difficile. Puis Oui. je dis souvent, je vivais mon deuil la nuit quand j'étais toute seule, puis que là, mon bébé finissait par dormir, ben là, j'allais pleurer. Fait que là, puis là, c'est un cercle vicieux parce que je restais réveillée une grande partie de la nuit. J'allais sur le forum de discussion de nos petits anges au paradis, qui existe toujours. Puis je parlais des heures et des heures, ça me faisait du bien. Mais là, j'étais fatiguée. Puis là, il fallait que je m'occupe d'un bébé le Ouais. lendemain, mais en étant Mhm. fatiguée. Mais bref, c'est vraiment complexe. Puis la catégorie des mères qui perdent un de plusieurs, malheureusement, ça ajoute une coche encore sur la Ouais. complexité du deuil. Ouais. Est-ce que ton entourage a réalisé que tu étais en deuil? J'ai Ou été, ouais, j'ai été chanceuse de mon entourage très proche. Là je parle de l'une de mes sœurs en particulier, puis mes parents. Oui, ils étaient franchement, puis ils étaient en deuil avec moi, je dirais. Mhm. Donc, c'était très soutenant. Mon père il avait demandé à la famille élargie s'ils acceptaient on inhume mon bébé avec la famille. Donc, Mhm. ils ont fait une place exceptionnellement dans le cimetière pour ma puce. Puis ça, j'étais non sur le plan de l'entourage très proche, j'étais très chanceuse. Par contre, l'entourage élargi, à de très rares exceptions, franchement, les gens étaient pas très soutenants. Pas parce qu'ils le voulaient pas, mais je pense que c'est beaucoup de la maladresse, puis de la Mhm. méconnaissance, puis de Mhm. l'incompréhension. Donc, mais il en demeure pas moins que les remarques peuvent être blessantes et puis le jugement qu'on peut sentir. Et moi, ça m'a amené à m'isoler beaucoup. Pendant un bon moment, j'étais plus capable d'endurer les remarques maladroites. Là, puis je me suis beaucoup isolée. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je faisais un suivi psychologique avec une psychologue, j'allais dans le groupe de soutien du CLSC, jusqu'à temps que la psychologue dise là, ça devient inquiétant. Donc, Mhm. je pense qu'il faut prendre action sur ta situation. Là, il y a été question que je sois internée, mais je ne l'ai pas été finalement. Mhm. Mais ça peut aller loin, hein? Ça peut aller loin, la douleur qu'on vit Ouais. face à l'incompréhension puis à la maladresse des gens. Dans le temps, j'appelais pas ça de la maladresse, là. Mais avec le recul, oui, je Ouais. pense que c'est beaucoup de la maladresse. Ça part pas de mauvaises intentions, mais l'impact parfois peut être très douloureux pour Mhm. les gens endeuillés. Ouais. J'en doute même pas parce que tu sais, je pense être une personne assez sensible au deuil, ayant vécu moi-même des deuils, des grands deuils dans ma vie, pas un deuil d'un bébé. Puis je me voyais vouloir avoir la volonté d'être là pour une de mes amies en deuil périnatal, ayant perdu sa fille. Euh, à l'accouchement et je voulais tant être là pour elle, puis les mots m'échappaient, mais je voulais être là. Puis donc, je lui posais des questions, je faisais qu'est-ce que je pensais qui était mieux. Puis encore aujourd'hui, on est en 2021 et il y a encore du travail à faire Mhm. pour informer Oui, justement absolument. Oui. les gens. Et là, tu as parlé que les groupes de soutien à ce moment-là, en 2006, étaient très aidants pour toi. Oui. Comment, quoi d'autre qui t'a aidé à passer au travers cette épreuve d'une vie, là? Ouais, c'est une belle question. C'est une belle question parce que même après 15 ans,
Ça me fait plaisir de parler de ma petite Mm. puce. Ça me fait du bien de parler d'elle puis de savoir qu'il y a des gens de plus qui vont savoir Mhm. qu'elle existait, qu'elle est Mhm. passée dans ma vie. Alors, moi, c'était beaucoup les rituels. Euh, Moi, j'étais un petit peu traditionnelle dans l'âme, fait que j'ai fait des funérailles. Elle a été Mhm. enterrée en cercueil. J'ai bourré son cercueil de cadeaux. J'ai travaillé 1 mois sur le projet. Euh, et puis, ça a fait même un peu rire, là, ça sonne drôle dans le contexte, mais les gens du salon funéraire j'étais arrivée avec des petits objets supplémentaires le matin même de la cérémonie, des funérailles. Puis là, ils ont dit, mais c'est parce que ça rentre plus. Ah. Fait que j'avais mis des toutous, j'avais mis des Mhm. photos, je sais pas combien de photos j'ai pu mettre, 300 photos que j'ai faites Wow. imprimer parce que là, on était déjà commencé, l'ère numérique était déjà commencé, donc Mhm. j'ai mis des photos de son frère, de Mhm. nous, du chien, des chats, Mhm. ses grands-parents, tout ça, tous les gens qui l'attendaient, tu sais. Mhm. Puis ça, c'était un beau rituel. Ça m'a fait du bien, là, c'est fou. Euh, J'avais aussi, au fil des années, là, on a établi que elle, sa journée, c'était la journée des funérailles. Donc, c'est 1 mois plus tard que la naissance, l'anniversaire de naissance. Puis Mhm. pourquoi nous, on a choisi ça pour que le jour de la fête de notre garçon, on soit pleinement dans la joie. Mhm. Et puis, on allume quand même une petite chandelle avec un petit bouquet de Mhm. fleurs. Mais la journée qu'on dédie à notre fille, c'est 1 mois plus tard. Et puis, souvent, on va juste s'asseoir au salon, moi, mon mari, nos 3 enfants vivants, puis on va parler d'elle ou on va chanter une chanson. C'est quelque chose de simple, mais ça fait du bien. À ses 1 an et à ses 10 ans, j'ai fait des envolées de colombes. Mhm. Alors, j'ai fait venir des gens qui organisent ça, puis c'était Mhm. magnifique. Puis c'est le fun parce que tu sais, j'en avais pris beaucoup, puis là, j'avais plein de gens qui avaient des colombes dans les mains, puis c'est tellement particulier de tenir un oiseau, là. Ça plonge vraiment les gens dans un état un petit peu spirituel, puis c'est beau, ça fait du bien. Ça vous a fait du bien. J'écrivais beaucoup. Mhm. Puis, en bout de ligne, ben, j'ai participé à fonder Parents Mhm. orphelins. Ça, c'était ce qu'on appelle vivre le deuil dans l'action. Puis ça a vraiment aussi, ça a donné tout un sens. Moi, j'ai jamais été capable de dire que la mort de ma fille a amené quelque chose de positif dans ma vie, mais je Mhm. peux dire que son passage dans ma vie a amené quelque chose de C'est très très positif positif. dans ma vie. Il y a une petite différence de formulation est bien importante pour Ben moi. oui, elle est importante parce que, tu sais, évidemment, personne souhaite la mort de son bébé, Non. mais ce que tu as décidé de faire pour souligner le passage de Maram dans ta vie, avec d'autres mamans qui, elles aussi, ont eu un bébé qui est maintenant un ange, Ouais. si je peux me permettre, Mhm. selon les croyances, si c'est applicable, mais vous avez changé un événement très malheureux qui peut emmener beaucoup de solitude, dont tu as parlé de la solitude tantôt, Ouais. pour justement éviter cette solitude-là pour des parents qui ont perdu leurs enfants aussi. Je trouve ça beau. Je trouve ça, c'est comme Merci. un beau clin d'œil à Maram, puis c'est comme c'est comme son héritage un petit peu parent Mhm. orphelin, tu sais, Oui, 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 c'est, absolument. c'est grâce à son passage et à elle un petit peu que ça existe. Donc, Exactement. Mm. bravo, bravo. Merci. C'est pas facile de se relever après un deuil si grand. Donc, ça donne une petite étincelle d'espoir Tout à aux fait. mamans qui en Tout à vivent. fait. Annie, tu nous as parlé que tu avais 4 enfants, dont Maram. Donc, tu es tombée enceinte 2 autres fois par la suite de tes enfants. Donc, comment qu'on fait pour passer ou pour vivre d'autres grossesses après avoir perdu un bébé? C'est vraiment, vraiment, vraiment particulier. C'est difficile. Je ne le cache pas. C'est stressant. Même si ce qu'on a vécu est est à risque très faible, ça demeure qu'on a un stress qui nous reste dans le cœur tout le temps. Moi, ce qui m'a aidé,
c'est que j'ai interpellé le médecin, puis j'avais un médecin qui, qui drôlement était un petit peu maladroite. Mhm. Une excellente médecin en termes de gynécologie puis de grossesse à risque. Mhm. J'étais suivie en grossesse à risque par Mhm. la suite. D'ailleurs, je l'étais aussi parce que la Au grossesse début. gémellaire, d'emblée, elle est suivie en grossesse à risque. Mais j'avais changé d'hôpital. Et puis, elle était un peu du genre, Annie, arrête, tout va bien aller, là. C'est rare ce qui t'est arrivé. Puis là, c'est des grossesses uniques. Puis là, je lui ai dit un bon matin, j'ai dit, est-ce que vous êtes prête à me signer ça? On pourrait l'écrire sur un papier, tout va bien aller. Puis vous allez signer en bas. Ouais. Puis là, elle a compris que ce que j'avais besoin, c'était surtout d'empathie. Comme de l'entourage, en fin de Mhm. compte. C'est de l'empathie qu'on a besoin. De se sentir compris, puis de sentir, dans le cas des grossesses suivantes, de sentir que notre médecin, il respecte notre stress, qui est peut-être Mhm. exagéré, mais Qui est là. qui est là. Pareil. Et puis, ben, finalement, on s'est adapté l'une à l'autre. Mhm. Puis, franchement, j'ai réussi à vivre des très beaux moments dans mes grossesses suivantes. Fait que c'était partagé entre un état quand même très stressé, mais aussi très beau. J'ai demandé le sexe de mes bébés suivants parce que je sais pas si tu te rappelles en début d'entrevue, je disais, ah, Mhm. j'avais pas demandé le sexe de mes bébés. Puis je l'ai regretté parce que je me suis dit, ah, je me suis jamais adressée à elle comme à une fille. Oui, j'avais trouvé des noms de filles, mais je l'ai pas nommée pendant Mhm. qu'elle vivait en moi. C'est resté un souvenir un peu amer pour moi. Donc, j'ai demandé le sexe de mes bébés suivants, puis je me suis vraiment donnée à fond là, dans la communication avec mes bébés. Mhm. Ça leur a Puis, été peut-être un souvenir de plus que tu oui, n'as pas eu. exactement, tout à fait, tout à fait. Puis dans mon cas, faut oser aussi, faut oser dire au médecin ce qu'on veut. Moi, je lui ai Mhm. dit, parmi les causes possibles, parce qu'on n'a jamais eu de cause officielle Mhm. pour la mort de Maram, mais parmi les causes possibles, on a parlé de l'impact du diabète, de grossesse, Mhm. mais en même temps, il n'y avait pas de signe évident que c'était le diabète qui avait causé le décès, mais Mhm. ça restait quand même Ouais, la c'est piste ça. la plus probable. Fait que quand, en fin de grossesse, là, mon diabète, parce que j'en ai fait à toutes les grossesses, excusez-moi, mais quand on voyait que le diabète commençait à se dérégler, à être plus difficile à contrôler, moi, je disais au médecin, là, j'aimerais ça, là, accoucher, là. Fait que, Mhm. C'est on ça. s'est entendu. Les deux autres grossesses, j'ai accouché à 37 semaines pile, ben, 37 puis 37,2. Euh, selon les médecins, c'est comme la date élective la plus tôt qu'on peut euh, provoquer un accouchement Simple. sans nécessairement avoir à justifier tous les motifs. Mhm. Donc, moi, dans mon cas, c'était ça. Puis ce que je tiens à dire aux personnes qui nous écoutent, c'est faut oser. Faut Mhm. oser. Je pense qu'on est une génération très, très, très bien informée. Puis on a le Mhm. droit de laisser savoir aux médecins qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on C'est aimerait, bien puis qu'est-ce correct. qui est Absolument. correct. Annie, merci énormément de nous avoir partagé ton histoire aujourd'hui. J'espère qu'en l'écoutant, des mamans vivant ou ayant vécu un deuil périnatal peuvent trouver un petit peu de confort en t'écoutant. Et je vous invite à jeter un coup d'œil à la page de parents orphelins. Vous allez trouver une panoplie d'informations sur le deuil périnatal, tant pour vous, le vivant, que votre entourage. Aussi, Maman Pieuvre a sa petite section sur le deuil périnatal aussi qui nous tient beaucoup, beaucoup à cœur. Encore une fois, merci beaucoup, Annie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et sur ce, on vous souhaite une belle journée. Merci à toi.